Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Direct Grand Débat. Le plaisir est tellement grand que vous nous faites toujours confiance. Ce jour, nous recevons l'une des grandes figures qui défilent, parmi les grandes figures qui défilent sur ce plateau. Nous recevons ce jour Mathieu Luboya. Il est président national de CONA, Conscience Nationale, un parti politique, membre également de la coalition de la gauche congolaise. Mathieu Luboya est coordonnateur exécutif national adjoint en charge des questions de défense et sécurité. Il vient tout juste dans la coordination nationale avec Jean-Marc Kabound. Nous allons parler avec notre invité des grandes questions d'actualité, notamment la question rwandaise. Mais également, nous allons commencer d'abord par ce qui est de près avec lui, c'est son parti politique et sa plateforme. Mathieu Luboya, merci d'avoir répondu à l'invitation de ce magazine Direct Grand Débat. Merci mon frère Joseph pour l'invitation. Ça nous donnera l'occasion de pouvoir expliquer à la population la CGC, la coalition de la gauche congolaise, mais également parler de notre parti politique, la Conscience Nationale. Merci. Et alors, comment se porte bien Conscience Nationale, votre parti politique? Oui, c'est un parti politique de l'opposition qui est né dans un contexte bien particulier. Nous naissons d'abord comme un mouvement de la solidarité pour l'éveil de la conscience en 2022, juste après la prise de Bunagana. Donc en novembre, le Bunagana a été tombé en juin 2022. Nous naissons évidemment pour que nous puissions faire en sorte que la sécurité puisse être retrouvée dans la partie est de la République démocratique du Congo avec un projet. Le projet, c'était l'organisation de ce que nous appelons la concertation citoyenne. Il était donc question pour nous d'aller vers les opposants, d'aller vers ceux qui ont le pouvoir, d'aller vers ceux qui sont dans la société civile pour qu'ensemble, nous puissions nous mettre d'accord autour de cette question pour en discuter, évidemment, pour trouver des solutions. Malheureusement, ce que nous avons rencontrés de l'opposition, de la majorité, de la société civile, chacun nous disait on ne va pas aller aux élections sans traiter cette question de la sécurité avec la prise de Bunagana. Mais malheureusement, nous avons vu des gens aller postuler, aller déposer des candidatures. Et au finish, nous nous avons dit, comme nous voulons évidemment participer à la construction de l'édifice de notre nation, nous avons également opté pour une mutation d'association vers le parti politique. Et c'est comme ça qu'en 2023, nous devenons un parti politique. En ce moment, nous sommes proches de M. Tshisekedi. Nous allons donc à ces élections-là de 2023. Et après, vous avez fait une mutation vers l'opposition. Et pourquoi? Nous avons fait une mutation vers l'opposition pour deux raisons évidentes. Nous avons une spécificité. Nous sommes nés avec une vision. Faire en sorte que la paix revienne, mais faire en sorte aussi que la gouvernance de ce pays change. Et tout au long de notre parcours, nous avons insisté sur cet aspect. Nous avons fait donc des correspondances, des noms techniques à la présidence de la République. Nous avons rencontré des personnalités qui sont dans la majorité dans l'Union sacrée, mais nous sommes butés à cette résistance de statu quo. Pas de dialogue, pas de concertation citoyenne, pas de changement dans la gouvernance. Et lorsque je fais mon voyage en Inde, j'étais en formation évidemment, rencontré aussi certains partis politiques dès là. Le moment est venu donc pour l'honorable Jean-Marc Kabound de retrouver la liberté. Et lorsqu'il sort de prison, il fait certaines déclarations qui nous attirent, qui nous rejoignent également la raison de votre combat. Oui, qui parle évidemment de ces dialogues à double niveau qu'il faut organiser absolument. Il parle également de la gouvernance qu'il faut changer. Et ça permet à ce que nous puissions nous rapprocher de lui. Donc nous avons eu ces premiers contacts avec lui pour bavarder, échanger autour de cette question de l'organisation du dialogue à double niveau. C'était très intéressant, le schéma. Nous allons en parler. Et nous allons en parler. Et ensuite, nous sommes mis d'accord de travailler d'abord comme parti politique. Sa formation politique, la formation dirigée comme de partenaire par l'honorable Jean-Marc Kabound, qui est Alliance pour le changement, et la Conscience nationale. Par la suite, l'idée est allée plus loin avec les autres partis, évidemment, qui venaient vers lui. Nous avons donc mis en place cette méga plateforme politique, la coalition de la gauche congolaise. Alors, Mathieu Luboya, aujourd'hui, vous êtes président de CONA, parti politique Conscience Nationale. Vous êtes coordonnateur exécutif national adjoint en charge des questions défense et sécurité au sein de la CGC, la coalition de la gauche congolaise, avec Jean-Marc Kabound.
Vous avez frôlé un peu, hein, ce qui vous a mis ensemble, c'est la vision, c'est les termes de référence de la lutte. Mais exactement, le point de convergence entre vous et Jean-Marc Kabound se trouve à quel niveau? Alors, c'est en ce moment que je dois pouvoir revenir un peu en arrière pour parler de la coalition elle-même. Vous savez, l'honorable Jean-Marc Kabound est un homme de gauche. Moi-même, ainsi que les autres membres de notre parti, au sein de notre parti politique, la Conscience nationale, nous sommes de gauche. Et donc ça, c'est d'abord le point... Sur le plan idéologique. Sur le plan idéologique, nous sommes tous de gauche. En deuxième lieu, il y a la vision sur comment résoudre cette problématique des crises sécuritaires. Donc nous sommes, nous tous, d'accord que la voie militaire n'a pas apporté la solution. Que M. Tshisekedi n'a pas été en mesure de mettre sur pied une armée forte qui permettrait évidemment à notre pays d'avoir une stabilité sécuritaire, protéger l'intégrité territoriale ainsi que la souveraineté nationale. Donc nous sommes mis d'accord que maintenant, il faut aller à une voie qui soit une voie politique. Donc la voie politique, donc c'est le dialogue. Donc la CGC est donc créée, pas vraiment pour parler vraiment de crise sécuritaire, mais pour parler idéologie et nous proposer comme une alternative. En 2028, nous voulons évidemment qu'il y ait cette deuxième alternance politique où un président sortant, M. Tshisekedi qui va quitter, et il y aura l'honorable Jean-Marc Kabound qui va devenir président de la République. Mais cette fois-là, une alternance avec alternative. C'est-à-dire, on ne vient pas pour faire du maquillage, mais on vient vraiment pour résoudre les questions de fond. Et donc la CGC, à la différence des autres plateformes politiques, est une plateforme politique d'abord idéologique. Vous allez voir toutes les plateformes qui sont en République démocratique du Congo sont des plateformes qui ne sont pas idéologiques, qui naissent à la veille des élections ou pendant les élections. Deux, qui sont des plateformes qui n'ont pas un programme de gouvernance. Même la plateforme actuelle, l'Union Sacrée, n'a pas un plan de gouvernance. Et ensuite, ce ne sont pas des plateformes qui ont qui sont des partis hétérogènes. Nous avons les libéraux, nous avons les sociodémocrates, les extrémistes, les anarchistes, etc. Mais dans la coalition de la gauche congolaise, qui est sous le leadership de l'honorable Jean-Marc Kabound, vous trouvez que les partis de gauche, c'est-à-dire les sociodémocrates, les socialistes, les communistes, c'est qui partagent les idéaux de la gauche. La seconde chose qui fait la différence entre nous et les autres formations qui sont des autres plateformes politiques est que nous voulons qu'il y ait rupture. Rupture pas contre un régime, mais contre un système qui s'est instauré en République démocratique du Congo juste à la veille des indépendances et qui s'est perpétué jusqu'à ce jour avec le régime Tshisekedi qui est héritier de cette politique de mauvaise gouvernance, des tribalismes, des conclusions de détournement et qui en devient un héritier et qui est même en train de pérenniser ses actions. Et donc nous voulons évidemment venir avec cette manière de faire qui est celle évidemment de rompre avec les mauvaises pratiques qui ont été instaurées depuis l'indépendance pour nous constituer véritablement comme une alternative au pouvoir. Donc aujourd'hui on peut dire que la coalition de la gauche congolaise se présente comme cette opposition-là crédible et de surcroît une alternative acceptable. Oui, la première phase, c'était faire une sortie officielle. Nous l'avons fait le 18 juin avec le président qui avait déjà été élu parmi la conférence de présidence, en conférence de président avec un vice-président, ensuite qui a été désigné par la conférence de président. Ensuite, nous avons procédé à la mise sur pied de la coordination qui est composée d'abord d'un coordonnateur national, exécutif national de 4 adjoints. Je suis parmi les adjoints. Ensuite, maintenant, nous sommes à l'étape de terminer la restructuration, la structuration de la coalition, c'est-à-dire les secrétaires exécutifs nationaux, les départements. Nous sommes dans cette phase-là. Et après cette phase, nous allons vraiment entrer en danse avec des actions de terrain, avec des actions fortes qui vont obliger la tyrannie, la dictature à vraiment comprendre que en face d'elle, il y a une opposition qui veut le changement et qui est à côté du peuple. Alors, la coalition de la gauche congolaise, CGC, dont vous êtes membre, le camp de la patrie avec Martin Fayulu, qui dit mieux pour une alternative en 2028? En ce que je sache, je ne sais pas s'il y a une plateforme qui s'appelle Camp de la patrie. Je me rappelle qu'évidemment,
qu'à un moment donné, l'Union sacrée a recruté M. Martin Fayulu. Pour, évidemment, j'imagine, c'était évidemment en perspective de ce gouvernement qui devrait sortir. Et ensemble, ils ont mis en place un cadre de la patrie qui devrait faire face à un camp que eux supposaient être anti-patrie. Et nous avons été clairs là-dessus. Il n'y a pas un camp qui est pour la patrie et un camp qui est contre la patrie. Mais certainement, dans les dires, Martin Fayulu était aussi clair. Il parlait, c'était effectivement par rapport à l'agression rwandaise. Il avait dit qu'il fallait que l'opposition, la majorité au pouvoir, la société civile, une cohésion nationale forte, une unité nationale forte pour faire face à cette agression rwandaise, d'où il fallait un camp de la patrie, de ceux qui condamnaient ouvertement l'agression rwandaise. Bon, si je peux apporter une lumière pour ceux qui nous suivent, je n'aimerais pas vraiment parler de M. Martin Fayulu, mais j'aimerais quand même apporter une lumière que M. Martin Fayulu a fait déjà beaucoup de déclarations avec des personnes qu'il estimait être proches de la rébellion, entre autres M. Kabila. Il avait même signé des déclarations avec lui. Ensuite, lorsqu'il a été question d'organiser les consultations politiques qui ont été organisées par M. Tshisekedi pour consulter les opposants, il n'est pas allé à ces consultations s'il estimait que c'était l'occasion de faire la cohésion nationale. Et nous d'ailleurs, nous avons dit non à ces consultations politiques parce que nous estimons que c'était escamoter le problème, fuir le problème, essayer de se détourner du problème parce qu'au finish, on a l'impression que M. Tshisekedi joue un peu le boulanger. On mélange les choses et on met tout le monde dans la confusion. Et donc, on n'est pas allé dans ces consultations politiques parce que nous estimons que les dialogues étaient plus importants que ces consultations politiques qui, en mon sens, c'était le moment où il fallait venir pour dire mais comment Tshisekedi reste au pouvoir. C'était pas comment nous trouvons une solution à la problématique sécuritaire. Donc pour revenir à cette question de Martin Fayulu, je pense qu'il est président de sa plateforme politique, il est, je crois, responsable de ses propres choix politiques, tout comme nous sommes responsables de nos propres choix politiques. Alors, aujourd'hui, monsieur Mathieu Luboya, quelles sont les relations qui existeraient entre vous, la coalition de la gauche congolaise, et d'autres branches de l'opposition? C'est pluriel, hein? Vous avez Délice Sanga, vous avez Martin Fayulu, et puis vous avez les autres. Je pense qu'en politique, les relations n'existent que sur base de traités d'amitié, sur base des communiqués de presse qu'on peut faire ensemble. Au-delà de ces choses, c'est de relations fraternelles qu'on peut avoir avec tous les Congolais, de la majorité, de l'opposition et même avec tous les Congolais qui soient dans la société civile. Que représente Jean-Marc Kabound aujourd'hui? Parce que vous avez lâché, hein, vous avez dit, c'est lui qui sera le président crédible en 2028. Que représente Jean-Marc Kabound aujourd'hui? L'espoir. L'ombre de lui-même? Non, l'espoir de la majorité de la population congolaise. C'est ce que représente l'honorable Jean-Marc Kabound. Vous savez, ce qui fait la différence entre les hommes politiques, c'est qu'il y a des gens politiques, lorsqu'ils sont dans l'opposition, ils ont un autre discours. Lorsqu'ils arrivent au pouvoir, ils ont un autre discours. Et lorsqu'ils quittent le pouvoir, ils ont un autre discours. Mais vous allez regarder dans le trajectoire de ce que l'honorable Jean-Marc Kabound a été opposant, il a été dur contre la mauvaise gouvernance. Et lorsqu'il arrive au pouvoir, je pense que vous êtes journaliste, vous avez suivi son parcours au niveau de l'Assemblée nationale. Il est le premier à avoir dénoncé évidemment ce qu'on appelle le train de vie des institutions. Il en parlait, la situation de la gestion de la vie de Kinshasa sur le plan environnemental, et même la gestion de pays, même le dossier 100 jours, on le voyait partout. Donc il est resté le même. Et je pense que ça lui a créé des ennuis jusqu'à ce qu'il fasse la prison. Il était tout à fait innocent avec ce qui a été dit contre lui. Ensuite, il revient, il est sorti de prison, il garde la même psychologie, le même état d'esprit. Il faut se comporter en nom de gauche contre les antivaleurs, contre la mauvaise gouvernance. Et donc, pour nous, il incarne évidemment cet espoir qui nous reste en République démocratique du Congo, surtout pour les échéances électorales à venir de 2028. Et est-ce que vous croyez en la tenue des élections en 2028? Nous y croyons parce que c'est les délais constitutionnels. Pourquoi il n'y aurait pas des élections en 2028? Nous ne voyons aucune raison qui explique pour qu'il n'y ait pas des élections en 2028. On va chuter par là. Alors, Mathieu Luboya, je rappelle que vous êtes président national du parti CONA, Conscience Nationale, et vous êtes coordonnateur exécutif national adjoint de la coalition de la gauche congolaise.
qui coordonne Jean-Marc Kabound, mais vous êtes coordonnateur exécutif adjoint en charge de questions de défense et sécurité. Parlons un peu de la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Que dites-vous? Jusqu'à ce jour, quelle option, la meilleure option prendre pour que la RDC récupère même le petit centimètre de son territoire national? Je vous disais déjà au début de l'émission que nous avons rejoint l'honorable Jean-Marc Kabound à Kabound parce que nous avons été séduits par le schéma qu'il proposait, le schéma du dialogue à double niveau. Ça veut dire? Je vais vous expliquer le dialogue à double niveau. Mais pour vous expliquer le dialogue à double niveau, j'aimerais que les gens comprennent que la situation sécuritaire que nous connaissons aujourd'hui est assez comparable avec la situation que nous avons connue vers les années 1999. Nous avons eu un gouvernement qui était ici, qui avait reçu le soutien des armées étrangères, entre autres l'armée angolaise, l'armée de Zimbabwe et même de la Namibie. Et nous avons eu de l'autre côté les rebelles. Les rebelles, nous avons eu le groupe de RCD qui était soutenu par le Rwanda et M. Jean-Pierre Mbimba qui était le MLC qui était soutenu par les Ougandais. Et donc on se retrouvait dans une situation d'un conflit non international, internalisé, c'est-à-dire où il y a des armées étrangères qui se retrouvent sur le sol congolais et qui se battent. Alors la première solution qu'il fallait trouver, c'était de trouver un cessez-le-feu. Et le cessez-le-feu, c'est l'accord de Lusaka, où tous ces pays impliqués dans la situation sécuritaire dans le pays se sont retrouvés à Lusaka pour signer un accord de cessez-le-feu. Et cet accord de cessez-le-feu a connu la ratification par le groupe armé, donc le RCD ainsi que le MLC. Et c'est par cette voie que nous sommes allés à l'accord de Sun City en 2001, 2002 jusqu'en 2003, j'espère. Alors, la situation est similaire aujourd'hui, c'est que M. Tshisekedi a fait intervenir beaucoup d'armées sur notre sol. Il a appelé l'armée de la CAC qui est venue avec les Sud-Africains, avec les Malawi, et on a vu les Ougandais qui sont venus, les Burundais qui sont venus. Ensuite, il y a eu l'implication de la SADC pour affronter cette problématique de la crise sécuritaire avec l'occupation de Bunagana et puis mater les rebelles du M23. Mais cette voie militaire a fait du bluff. On n'a pas pu trouver les solutions. Ensuite, on a commencé par ce qu'on appelle, entre parenthèses, diplomatie agissante, etc. Pour d'abord qu'on arrive à une résolution qu'on a appelée la résolution 2773. Cette résolution a été prise, mais l'armée n'a pas pu faire face aux rebelles sur terrain, et les autres armées qui sont venues n'ont pas pu faire face. L'application de cette résolution a pris du temps, et les rebelles ont commencé à avancer. Ils ont pris Goma, ils ont pris Bukavu, et ils étaient décidément vraiment dans cette optique d'arriver à Kinshasa. M. Tshisekedi est allé donc marchander le minerai, donc minerai contre sécurité. Donc je vous donne les minerais du Congo, les Américains vont me donner la sécurité, et on est abouti à l'accord de Washington. L'accord de Washington, en réalité, c'est quoi? C'est quoi selon vous? Et vous y croyez quand même? Je vais en revenir. Nous saluons le pas qui a été fait. Nous l'avons dit avec l'honorable Jean-Marc Kabound. Je veux revenir sur le schéma du dialogue à double niveau. L'accord de Washington, c'est que le Rwanda, nous voulions vraiment dire aux Rwandais, aux autres, dites au Rwanda de respecter notre souveraineté, notre intégrité territoriale. Mais l'accord de Washington dit, les Rwandais, vous devez respecter la souveraineté, l'intégrité territoriale de la RDC, mais les Congolais également, vous devez respecter l'intégrité, la souveraineté du Rwanda. Et donc c'est match nul. Ensuite, nous avons un autre problème, un problème du M23. Nous voulons que les M23 ne reçoivent plus le soutien du Rwanda. Mais dans l'accord, on dit la RDC, il faut faire attention avec les pour que finalement que la paix soit retrouvée, vous devez mater les FDLR parce que véritablement vous soutenez les FDLR et ces FDLR sont en train de déstabiliser ce qui s'est passé au Rwanda, donc déstabiliser le Rwanda. Et là, nous sommes en face de... Il faut déstabiliser les FDLR pour que le Rwanda lève ce qu'on appelle les mesures de défense.
Et moi, je me suis toujours posé la question, et ça c'est de manière personnelle, les mesures de défense se trouvent où? En République démocratique du Congo, vers les frontières, mais à l'intérieur de notre pays, ou au Rwanda, vers leurs frontières? Donc on n'a pas vraiment, même si je suis vu le ministre de l'information qui vacille un peu, qui dit non, ça c'est un langage diplomatique, mais on est au moins d'accord que tant que les FDLR ne seront pas matés, on n'arrivera pas à trouver des solutions. Mais une autre problématique, c'est Doha. C'est que même si vous avez trouvé l'accord avec le Rwandais, il faut aller négocier avec vos frères congolais, parce qu'on reconnaît que l'affaire M23 est d'abord congolais. Il faut s'entendre avec eux, trouver l'accord et de paix. Et donc, on est allé à Doha, et Doha traîne à donner des solutions. C'est là où je reviens sur l'accord. Le dialogue à double niveau. Les dialogues à double niveau du quoi exactement? Ce que l'honorable Jean-Marc Aboun propose, c'est que nous ayons d'abord un dialogue à l'international. C'est comme ça que nous avons salué l'accord de Washington comme état, le premier pas entre la RDC et le Rwanda qui se retrouvent, même si nous considérons qu'il y a quand même certains pièges dans l'accord. Et ces dialogues-là à l'international devaient permettre non simplement que le Rwanda et la RDC se retrouvent, mais l'Ouganda également. Parce que vous savez, les rebelles du M23 sont entrés par l'Ouganda pour arriver à Bunagana. Et donc, d'une manière ou d'une autre, l'Ouganda est impliqué dans ce qui se passe. Mais vous savez également que l'AFC voit le jour au Kenya. C'est au Kenya que l'AFC voit le jour. Et donc, tous ces pays qui sont d'une manière ou d'une autre impliqués dans la crise en République démocratique du Congo devraient se retrouver à l'international pour d'abord décréter les cessez-le-feu. En second lieu, il fallait donc maintenant réunir les autres Congolais. Mais cet accord de cessez-le-feu pourrait être ratifié, évidemment, par les rebelles, parce qu'ils sont soutenus par tel ou tel autre État. Ensuite, passer maintenant à ce que nous appelons le vrai dialogue entre Congolais en interne pour aborder les questions de crise, de la crise, mais les questions profondes de ce qui fait que les crises reviennent. On doit arrêter ces cycles de conflits, solutions, gouvernement, on rentre conflit, solution, etc. Voilà ce que nous nous proposons. C'est au niveau du dialogue interne où tous les Congolais, de la majorité, de l'opposition politique non armée dans sa diversité, ainsi que l'opposition armée dans sa diversité également, parce qu'il ne faut pas parler simplement du M23. Au processus de Nairobi, on a recruté, on a recensé, allez-je dire, plus de 262 groupes armés. Et si ce processus a échoué, c'est justement parce que un certain groupe, ce qu'on considère comme milice, voulait se dire nous sommes pro-gouvernement. Il y a un autre groupe qui est allé vers le M23. Et donc, c'est des questions sensibles qui ne peuvent qu'être traitées entre Congolais pour que la paix revienne. Alors, Mathieu Luboya, vous avez parlé du dialogue à double niveau. En interne, qui doit être médiateur de ces dialogues et qui doit en convoquer? Je pense que le dialogue est un problème qui concerne tous les Congolais. J'ai suivi récemment le président Tshisekedi dire que l'initiative du dialogue devait être sa propre initiative. Là, je dis non. L'initiative du dialogue doit être l'initiative congolaise. Mais toutes les parties prenantes doivent être... Qui doit convoquer, selon vous? Mais non, vous savez... Lorsque vous remettez en cause la qualité du chef de l'État de convoquer le dialogue. Non, le chef de l'État est le chef de l'État. Il peut convoquer les dialogues. Mais l'initiative ne doit pas être de lui. Vous savez, lorsqu'on est arrivé, lorsqu'on nous sommes en 92, il y avait d'abord cette histoire de la CNS en 92, mais il y avait d'abord une conférence constitutionnelle. Cette conférence constitutionnelle, c'était l'initiative de M. Mobutu. À la différence avec la conférence nationale souveraine, qui n'était pas l'initiative de M. Mobutu, même si c'est M. Mobutu qui l'avait convoqué, parce qu'il faut quand même qu'il y ait un acte formel et légal qui doit réunir les acteurs autour d'une table, mais c'était l'initiative de tous les Congolais qui devait faire une vraie analyse des questions profondes qui concernent la nation. Mais dans le cas d'espèce, de qui doit émaner l'initiative de la convocation du dialogue? Non, je pense que le président de la République doit convoquer ces dialogues, il doit accepter ces dialogues, il est obligé de le faire parce que s'il était en mesure de donner aux Congolais de l'eau, une bonne formation, la sécurité, la question des embouteillages, une bonne agriculture, une bonne politique d'élevage et que nous étions en paix,
nous ne parlions pas de dialogue. Et si il considère que nous sommes attaqués par une nation étrangère, mais moi je dis que c'est une guerre par procuration. Ce n'est pas une guerre qu'il a déclarée. Il a par contre, lorsqu'il était en campagne électorale, il disait à la moindre escarmouche, je vais appeler les chambres de des chambres, je vais déclarer la guerre. Ça, il n'a jamais fait. Il n'y a jamais eu de déclaration de guerre. C'est une guerre par procuration. C'est un conflit, ce que moi j'appelle un conflit non international, internalisé. Et donc, la guerre, de manière officielle, n'existait pas. Il y a une rébellion. Donc, il y a une insurrection. Il y a une rébellion qui est dans le pays, qui est soutenue par le Rwanda. Maintenant, la Constitution donne la possibilité au chef de l'État de décréter l'état de siège, de faire la guerre pour en découdre. Et donc, sur le plan de l'état de siège, il a échoué, parce que je vous informe que l'état de siège a été déclaré en 2021 et que Bunagana a été occupé en 2022. Donc, on a fait une année de l'état de siège. Lorsque M. Tshisekedi arrive au pouvoir, nous avions tous nos territoires, nous avions nos localités, ils n'étaient pas occupés. Et donc, quand il arrive, Bunagana est occupé et ensuite Goma est occupé. Et donc, comme militairement, M. Tshisekedi n'a pas été en mesure de donner la solution au pays, la solution reste politique. Politique et le dialogue. Absolument. Sous la médiation de... Vous savez... les religieux, vous soutenez la thèse. Non, vous savez, le moi, CC, Senko. Non, il faudra faire très attention. Je pense qu'il faut d'abord passer à l'étape de nous mettre d'accord que ces dialogues doivent avoir lieu, ce que Tshisekedi n'a pas encore fait jusque-là, alors que c'est une imposition. Ensuite, nous dire qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont en mouvement et que toutes ces initiatives doivent converger pour qu'enfin qu'on trouve un médiateur qui soit accepté par toutes les parties. Et vous y croyez que ça sera facile qu'un médiateur soit accepté par toutes les parties? Ça veut dire le régime accepte un médiateur, l'opposition également, ainsi que la société civile. Bon, vous savez, nous n'avons pas connu ce problème pour la toute première fois, même si nous voulons qu'à cette fois-là, après que nous n'ayons pas toujours ces cycles de violence, après que nous réveillons autour d'une table de cycles de violence, mais nous avons toujours pu trouver de compromis pour arriver à trouver un médiateur qui soit neutre, qui permette à ce que les parties se parlent autour d'une table. Mais alors, la question, vous l'avez épinglée ici, que c'est une question qui ne date pas d'aujourd'hui, hein, de l'occupation de l'Est de la RDC. Vous avez parlé de Lusaka, vous avez parlé de Sun City. C'était effectivement la routine dans la partie Est de la RDC. Et qu'aujourd'hui, vous plaquez cela sur le visage du président de la République, l'actuel Félix Tshisekedi. Mais est-ce qu'il ne faut pas remonter la pente pour se dire les mêmes causes pourront produire les mêmes effets? Si même Félix Tshisekedi ne sera pas président, il faut aller dans les causes profondes. Que faudra-t-il aujourd'hui pour que la paix revienne une fois pour toutes dans la partie Est de la RDC, même après le départ de Félix Tshisekedi? Vous savez, je vous informe que lorsque M. Delacroix, Jean-Pierre, arrive ici, le secrétaire général adjoint de l'ONU, et nous avons été reçus, nous, la coalition de la gauche congolaise. La coalition de la gauche congolaise a été conduite par l'honorable Jean-Marc Kabunda. Et tout au long des entretiens, il était question de parler du mandat de l'ONU, le renouvellement de ces mandats, parce qu'il faut toujours une résolution, de parler de la guerre, de comment on peut arriver évidemment à une paix durable. Et je veux vous dire que lors de ces échanges, l'honorable Jean-Marc Kabunda a été clair. Il faudrait naturellement que, vous savez, il y a une résolution 1, 2, 3, 4 pour la paix en République démocratique du Congo. Ces résolutions ne sont jamais appliquées de manière pérenne. Ensuite, il y a la compréhension même de la protection de civils. Ensuite, il y a le fait d'intégrer les aspects régionaux sur la question de la résolution de conflits. Pas simplement prendre des décisions à l'ONU, mais qui n'intègrent pas les réalités régionales. Mais il y a aussi les réalités locales qui doivent être prises en compte. Mais tout ça, c'est des propositions que nous faisons pour que lorsque nous serons autour d'une table, que cette fois-là, nous parlions de causes profondes. Le pacte républicain de 2001 a été brisé par M. Tshisekedi. Vous savez, moi, je suis réaliste. Lorsque M. Tshisekedi arrive au pouvoir, il n'y a aucun territoire qui était occupé. La seule chose que nous connaissons dans ce pays était quelques groupes d'organisations dans des forêts, dans des montagnes, qui existaient. Et M. Tshisekedi disait que quand il arrive au pouvoir, il va aller s'installer à l'est de la République pour que même ça, là, ça termine. Et donc, la première résolution qu'il prend,
c'est d'appeler d'abord ceux qui avaient été, je pense, avaient été vaincus en 2010. Les M23 se sont retrouvés ici. On ne sait jamais pourquoi ils étaient là, pourquoi ils sont arrivés ici en 2010, ils étaient venus faire quoi. On se rend compte même que c'est un ministère de l'Intérieur qui les appelle, mais il semble que le chef de l'État lui-même ne soit pas informé. Et ensuite, on le voit ressurgir à côté de qui? À côté de l'Ouganda, qui est un partenaire du régime. Et même alors qu'il y a encore une compagnie d'aviation qui a atterri chez nous, donc avec possibilité que nous soyons même infiltrés. Et donc, c'est des questions comme ça qui sont très sensibles, qui doivent pouvoir être abordées autour d'une table pour que véritablement nous arrivions à des solutions. Et pour quelle issue? Après les dialogues? Mais partage du gâteau? Non. Je pense que la première solution, aujourd'hui, je suis les gens qui sont en train de dire nous sommes contre les dialogues. Parce que les dialogues nous amènent à des gouvernements. Oui, il y a une frange anti-dialogue que dirige Dieudonné Nkishi, que je suis. Par exemple, mais moi je me pose la question. Le président Tshisekedi a gagné 73% aux élections. Entre guillemets, parce qu'on peut toujours en douter. Ensuite, il a 99% de députés provinciaux. Donc ça lui fait 99% de gouverneurs. Il a ensuite 99% de députés provinciaux, nationaux. Il a 99% de sénateurs. Donc il a tous les leviers constitutionnels entre ses mains pour diriger ces pays calmement. Mais qu'est-ce qui se passe? Il convoque ce qu'on appelle les consultations politiques. Ça m'a entendu. Mais pour en faire quoi? Mais c'était l'occasion pour vous de déposer vos cahiers de charges. Non. Est-ce que vous attendez juste une convocation d'un dialogue? Non. Une ordonnance convoquant le dialogue? Un cadre que vous exigez, au-delà de notre cadre que le chef de l'État aurait trouvé propice? Vous savez, l'histoire est têtue. Et M. Tshisekedi semble oublier son histoire, sa propre histoire politique. Dans ce pays, l'IDPS a refusé d'aller à des consultations qu'on appelait les concertations nationales, qui avaient été organisées en 2013. Et vous savez pourquoi l'IDPS n'était pas à ces concertations? Il n'y avait que deux raisons. La première raison, il y avait une résolution de l'ONU qui disait que les Congolais doivent dialoguer. Le deuxième argument était que les concertations nationales étaient l'initiative de M. Kabila et qu'il n'y avait pas la protection de la parole. C'est-à-dire qu'il fallait venir dire à M. Kabila ce qu'il faut faire et que c'est lui qui en était presque ce que Tshisekedi dit aujourd'hui, l'initiateur, et que les gens n'étaient pas libres de dire ce qu'il semblait être vrai pour eux de dire. Et donc ça n'a pas permis à l'IDPS d'aller à ces concertations. Mais l'IDPS est allé signer l'accord de Saint-Sylvestre. C'est la même chose aujourd'hui. Quand on parle de consultation, les consultations politiques que M. Tshisekedi a organisées, d'ailleurs, ça nous a coûté pour rien, parce que finalement, il y a eu un gouvernement bidon, avec les mêmes personnes, avec d'autres qui sont entrés qui ne sont pas efficaces. Et donc, on a dépensé de l'argent pour rien. C'était des gens qui devraient venir dire aux conseillers chargés de la sécurité du chef de l'État ce qu'ils estiment être bon à faire pour que M. Tshisekedi soit encore au pouvoir. Mais c'était aussi une occasion pour vous d'aller aussi les lui dire. De lui dire comment Tshisekedi devrait rester au pouvoir? Non. Nous étions dans un schéma où on vient Tshisekedi s'asseoir comme protagoniste, comme nous. Il est là, il est protagoniste, nous sommes là. Mais nous ne devions pas aller vers son conseiller pour lui dire bon, nous voulons aider les chefs de l'État comme ça. Non. Tshisekedi est une partie au conflit. Il ne faut pas l'oublier. Tshisekedi c'est un problème, Tshisekedi lui-même. Donc il ne faut pas seulement voir les M23. Il y a Tshisekedi lui-même qui est un problème. Et donc, nous retrouver dans une situation telle que c'est lui qui mène la danse, qui dirige le débat, ça serait pathétique. Ça serait pathétique. C'est que vous, aujourd'hui, Mathieu Luboya, vous estimez qu'autour d'une table, les linges sales pourront se laver. Ça veut dire, mais autour d'une table, il faut savoir aussi faire des concessions. Absolument. Et je pense que... Et vous ne direz pas au président Tshisekedi qu'il ne se représente pas en 2028 autour de la table. Non, la Constitution est claire. Je pense qu'il y a des lignes. Je pense que cette constitution est un pacte qui est né dans une situation ou dans un contexte bien déterminé. On était dans des conflits, on est allé à un dialogue, on a mis en place une constitution. Je ne dis pas que la constitution ne peut pas être changée, mais je pense qu'il y a des clauses qui, au nom de la paix, au nom de la stabilité, ont été décidées comme étant des clauses qui ne peuvent pas
être revu. Évidemment, ça, il n'y a pas de débat à faire. Et donc, sur le mandat de Tshisekedi, il n'y a pas un troisième mandat. Il est Mais fin mandat. l'argumentaire selon lequel il n'aurait pas dirigé ces 5 ans avec ces zones de turbulence dans la partie est de la RDC, et que même vous avez suivi, des voix se levaient déjà, à l'exemple de Steven Bikaï, qui estime qu'il n'y aura pas d'élection en 2028 si tous les territoires ne sont pas récupérés. Bah, vous savez, je ne connais pas un seul jour où le président de la République a dit qu'il connaissait quelque chose. Je ne connais pas un jour où le président de la République a dit « ça, c'est de ma responsabilité ». De mémoire, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, je ne savais pas, je n'étais pas informé. Lorsqu'on parle de la justice, il dit bon, la justice est malade, c'est un bon père de famille, on l'a sali. Je pense qu'on ne peut pas faire confiance comme ça pour dire je n'ai pas bien géré. Quand il était avec le FCC, il disait la même chose. Que je ne gère pas bien parce qu'il y a FCC, je dois gérer ça, je dois avoir la majorité. Il a eu la majorité. Mais je vous dis qu'il a 99% du pays entre ses mains. Donc il n'y a pas de raison qu'il puisse nous expliquer qu'il n'y a pas d'élection. En 2028, il quitte le pouvoir, un entrant arrive, c'est l'honorable Jean-Marc Kabound, et nous commençons à décoller. Et pourquoi vous êtes rassuré de Jean-Marc Kabound qu'il serait le successeur de Félix Tshisekedi en 2028? Il ne serait pas le successeur, il sera le gagnant des élections. C'est très différent. Donc les successeurs, on a parfois l'impression que non, il succède simplement. Non. Moi je vous dis qu'il sera le gagnant, qui va gagner ces élections parce que il n'y a rien qui explique que Tshisekedi gagne ces élections. Qu'est-ce que vous, l'opposition, allez-vous brandir comme argument de taille pour convaincre l'électorat? Non, je pense même qu'on n'a pas beaucoup de débats à faire. Je pense que la population... Aujourd'hui, le taux d'échange est revu à la baisse. Non, vous savez, ça les routes sont construites. Mais quelle route? Quelle route, mon Dieu? Quand même, c'est un bilan présenté en 2028. C'est un bilan médiocre qu'il présentera. Mais qui ne présentera pas, je ne sais pas s'il va choisir qui comme candidat dans son camp, ils auront vraiment du mal à se défendre face à nous. On n'a pas de route, on n'a pas d'électricité, on n'a pas de l'eau, on n'a pas de santé, on n'a pas l'éducation. Une opposition plurielle mal organisée. Non, je pense que nous ne sommes plus dans une optique de parler de l'opposition plurielle mal organisée. Moi, je vous parle de la coalition de la gauche congolaise. Vous savez, en France, il y a des opposants, mais ils sont toujours catégorisés selon les écoles idéologiques. Moi, je vous parle de courant. Je vous parle de la coalition de la gauche congolaise qui s'est mise en marche. Et qui regorge à peu près combien de partis politiques, combien de membres? Plus de 26 actuellement. Qui ont pignon sur rue? Ou bien de partis politiques mallettes. Il y en a aussi, hein? Vous savez, cette histoire de pignon sur rue, on pourra le mesurer évidemment lors de grandes actions politiques que nous allons mener dans les jours à venir. Et ça, je pense que les gens vont pouvoir se taire. Et les grandes actions visent quoi exactement? Non, je ne vous en parle pas maintenant. Je pense que le moment venu, l'honorable Jean-Marc Kabound prendra parole pour s'exprimer. Je pense que le moment venu, la coordination prendra parole sur le programme des actions de notre plateforme, sur ce qu'il faut faire. Vous savez, la tyrannie, la dictature, fait être bousculée. Il faut bousculer un peu la tyrannie, bousculer la dictature. Et ça a été comme ça avec tous les régimes dictatoriaux à travers le monde. Alors, Mathieu Luboya, je rappelle que vous êtes président national du parti politique CONA, Conscience Nationale, et vous êtes coordonnateur exécutif national adjoint chargé des questions de défense et sécurité au sein de la coalition de la gauche congolaise que coordonne Jean-Marc Kabound. Alors, somme toute, nous sommes en train d'atterrir. Le Congo est en train de marcher. Vous critiquez le régime Tshisekedi, vous vous préparez pour les élections 2028. En conclusion, comment voyez-vous la RDC d'ici 2028? À l'allure où vont les choses, l'insécurité dans la partie Est, la classe politique éparpillée, deux voix s'élèvent pour un dialogue. Comment voyez-vous l'horizon 2028? Le 18 juin, lorsque l'honorable Jean-Marc Kabound prononce un discours magistral à l'occasion de la sortie de notre coalition, la coalition de la gauche congolaise, il adresse ses messages à M. Tshisekedi, président de la République. Il sera seul responsable devant le tribunal de l'histoire parce que, comparativement à d'autres années, à d'autres situations, la balkanisation n'a jamais été aussi proche. Il sera le seul responsable. Pour ceux qui pensent que
il n'y aura pas des élections en 2028 parce que le territoire est sous occupation. Sans occuper. J'aimerais dire ceci. Soit ils sont en train de dire à nous, l'opposition, voilà notre plan. Nous ne voulons pas que les territoires soient récupérés pour qu'en 2028, nous puissions prolonger les mandats. Ça, c'est comme ça que moi, je comprends ces messages. Parce qu'à l'Union sacrée, il y a deux groupes de personnes. Il y a ceux qui sont de chouchou du président de la République et il y en a ceux qui sont les oubliés sur la table. Eux, ils font du bruit. Et en faisant du bruit, parfois, ils nous soufflent à l'oreille. Attention, notre chemin, c'est que les élections ne se tiennent pas. Mais pour que les élections ne se tiennent pas, nous sommes en train de maintenir l'insécurité dans le pays, de faire en sorte que ce territoire reste sous occupation. Pendant ces temps, ces territoires ont les administrations, ils auront des cours et tribunaux, ils ont une armée, ils ont une police. Nous faisons cela pour qu'en 2028, nous ne puissions pas aller aux élections. Et ça, c'est très dangereux. Ça ne passera pas. Et tu sais que Tshisekedi en sera le responsable devant le tribunal de l'histoire. Merci beaucoup, Mathieu Lubuya, d'être venu. Merci à vous pour cette occasion que vous me donnez, évidemment, de pouvoir nous exprimer pour que notre peuple comprenne, évidemment, la démarche qui est la nôtre, la coalition de la gauche congolaise, mais aussi notre parti, la Conscience nationale. Nous reviendrons toujours à vous à chaque fois que l'actualité aura besoin de vous. Je rappelle que vous êtes président national de CONA, Conscience nationale, et vous êtes coordonnateur exécutif national adjoint en charge de la défense et sécurité au sein de la coalition de la gauche congolaise qui coordonne, qui dirige Jean-Marc Kabunda Kabunda. C'est la fin de ce magazine direct Grand Débat. Le prochain invité sur vous, à chacun et à vous tous. Excellente suite de nos programmes et à plus.